Rue 89 rapportait dans son article « L'art est-il macho » qu'au tournant des années 2000, 60% des artistes diplômés des écoles des beaux-arts étaient des femmes. Leur proportion dans les collections publiques? En moyenne, 15%. Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum? 5% des artistes qui sont dans la section d'art moderne sont des femmes, mais 85% des nus sont féminins. C'est ce qu'écrivait le groupe d'activistes féministes The Guerrilla Girls en 1989. Cet ironique constat avait été placardé partout dans les rues de New York. Les femmes aujourd'hui s'illustrent dans tous les arts. Et bien qu'on les considère souvent davantage comme des muses, comme des modèles, les femmes sont de grandes créatrices. Aujourd'hui, à vrai, les filles rock. Peut-être parce que maintenant, il y a un très grand nombre de femmes artistes qu'on croit qu'il y a plus de discrimination, puis finalement qu'il n'y en a plus de problème. Mais vous êtes-vous arrêté, par exemple, la dernière fois à remarquer, la dernière fois que vous êtes allé au musée, combien vous avez vu d'œuvres qui étaient créées par des femmes? Ou la dernière fois que vous avez vu un film, est-ce qu'il était réalisé par une femme ou réalisé par un homme? Combien de spectacles cette année êtes-vous allé voir qui étaient des artistes féminines en musique? Il reste encore un peu de chemin à faire. Les artistes féminines ont existé à toutes les époques, ce qui est d'ailleurs en soi impressionnant, étant donné qu'il a fallu attendre jusqu'au 20e siècle pour que les femmes puissent enfin entrer dans les écoles d'art, entrer dans les académies, dans les guildes d'artistes, et qu'elles puissent enfin avoir leurs propres ateliers. Les Guerrilla Girls sont un groupe d'artistes et de professionnels des arts qui ont produit une vaste collection d'affiches, d'autocollants, de livres et d'actions pour dénoncer le sexisme et le racisme dans les politiques, le milieu des arts, les films et la culture en général. Vous pouvez les reconnaître à leur masque de gorille, et si vous vous intéressez même juste un peu à l'art, elles sont un incontournable. Ces femmes utilisent l'humour pour passer leur message, pour provoquer la discussion et montrer que les féministes ont de l'humour. Elles luttent à coups de faits, de recherches, de statistiques et d'audace, ou carrément de culot. Elles expliquent d'ailleurs que la question qu'on doit se poser n'est pas « pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes qui sont des grandes artistes », mais « pourquoi n'y a-t-il pas davantage de femmes qui sont reconnues comme des grandes artistes dans l'histoire de l'art ». Et oui, malheureusement, c'était vrai dans l'histoire de l'art, c'est encore vrai aujourd'hui. L'art des femmes est moins reconnu que celui des hommes parce que la norme demeure encore la vision des hommes blancs. Aujourd'hui encore, bien que les femmes soient plus nombreuses dans les arts, on achète moins leurs œuvres, elles reçoivent moins de commandes, leur salaire est inférieur à celui des hommes et les musées ont moins d'œuvres de femmes dans leur collection. Il faut donc changer les choses, comme les Guerrilla Girls, passer à l'action, s'assurer que la vision de la moitié de la planète trouve sa place dans notre art. Car l'art peut aussi être une forme de revendication, une prise de position. Ramza vous a préparé tout un survol d'artistes en musique qui changent le monde, une note à la fois. For your hand, for your hand. Comme dans n'importe quelle sphère, les femmes en musique ont dû se battre pour que leur talent soit reconnu ou même remarqué par les hommes. Au 17e siècle, les femmes avaient le droit de jouer de l'orgue dans les églises, mais il leur était interdit de chanter. Le 18e siècle permet aux femmes de tenir un rôle important dans la musique. Au 19e siècle, les classes d'orgue ne sont pas fréquentées assidûment par les femmes. La plupart d'entre elles prennent des cours avec leurs pères musiciens. Mais au fil des années, les classes deviennent de plus en plus mixtes et finalement, les classes des conservatoires ont fini par accueillir autant de garçons que de filles. Au 20e siècle et jusqu'à maintenant, on va voir les femmes prendre une place importante en musique et elles rafleront des premiers prix dans les conservatoires. Les Riot Girls, un mouvement musical de punk rock et de rock alternatif aux idées féministes. Ce mouvement a connu son apogée en 1990. Il regroupait des bandes telles que Bikini Kill, étant considéré comme le groupe précurseur du mouvement Riot Girl. Hole, formé en 1989 entre autres par Courtney Love. Sleater-Kinney, un trio de punk rock féministe ayant sorti 7 albums entre 1995 et 2005. Le Tigre,
un groupe véhiculant un message politique revendicatif, féministe, lesbien et d'extrême gauche. Lesbiennes en extasie, un groupe fondé à Montréal. Avant d'enregistrer son premier album, elles ont fait la première partie du spectacle de Le Tigre lors de leur tournée canadienne et américaine. Maintenant, les femmes d'aujourd'hui en musique, c'est quoi? Lisa Leblanc, une nouvelle artiste de style folk trash ayant sorti son premier album en 2012. Les critiques sont positives et ils aiment son franc-parler, ses chansons vibrantes, authentiques et drôles. Elle se dit complètement allergique à la musique de fifille et elle a peur d'avoir l'air quétaine. Elle a même déjà mentionné que quand elle était jeune, elle voulait voir à la télévision plus de chicks avec des balls. Les femmes en musique, c'est également Tegan et Sara, un groupe formé de deux sœurs jumelles qui, vous le devinerez, sont nommées Tegan et Sarah. Elles sont complètement indépendantes et projettent vraiment l'image du do-it-yourself. Ce qui est particulier avec ces deux artistes-là, c'est qu'elles se sont affirmées publiquement comme étant des lesbiennes, ce qui est plutôt rare pour des personnalités publiques féminines. C'est aussi Betty Bonifaci, une chanteuse montréalaise originaire de France. Elle a été sélectionnée aux Oscars pour la bande sonore du film Les Triplettes de Belleville. Elle a collaboré avec le DJ Champion lors de son premier album. Elle a ensuite fait équipe avec Jean-Philippe Convalgue pour créer le duo Beast. Cette femme de grand talent est reconnue mondialement pour être une vraie bête de scène. C'est aussi Annie DiFranco, une chanteuse de style folk rock et rock indépendant. Ses textes occupent une place très importante dans ses chansons. Ses compositions sont d'inspiration autobiographique ou ont une forte coloration politique et sociale. Elle aborde les sujets du racisme, du sexisme, des abus sexuels, de l'homophobie, de l'avortement, de la pauvreté ou même de la guerre. Malheureusement, les femmes en musique qui communiquent un message dans leurs chansons sont pas toujours bien accueillies, parce que les femmes en musique, c'est aussi les Pussy Riot. Ça, c'est un groupe qui s'inspire beaucoup du punk rock américain de Bikini Kill, donc du mouvement en même temps Riot Girl de 1990. C'est un groupe qui regroupe environ une dizaine de chanteuses-danseuses et une quinzaine de personnes au côté technique. Le groupe est costumé en robe légère, collants et cagoules très colorées. Elles organisent des performances artistiques non autorisées à Moscou pour promouvoir le droit de la femme en Russie et plus récemment pour s'opposer à la campagne d'élection du premier ministre Vladimir Poutine. 3 jeunes femmes de ce groupe purgent actuellement une peine de 3 ans pour avoir improvisé une prière punk qui s'appelait « Mère de Jésus, chasse Poutine ». Donc elles ont été accusées de liganisme, ce qui veut dire dans le fond qu'elles ont fait des actes de violence qui ont pu endommager des biens publics. Les artistes étrangers de passage à Moscou comme Red Hot Chili Peppers, Madonna et Paul McCartney ont exprimé leur soutien aux 3 jeunes femmes. Ces marques d'appui continuent de se faire entendre chez les autres artistes, mais le plus important, chez la population. On comprend donc que pour être une musicienne populaire, on ne doit pas obligatoirement chanter des chansons d'amour. On peut avoir un style bien à nous et faire ce qu'on veut. Les exemples de femmes nommées dans cette chronique sont de véritables modèles à suivre. Parce que tant qu'à chanter, pourquoi pas essayer de changer les choses? Si les femmes sont bien présentes et peut-être aussi mieux reconnues dans l'industrie musicale, malheureusement, on ne peut pas en dire autant du petit ni du grand écran. On y trouve beaucoup d'assistantes à la réalisation, mais combien de réalisatrices? On trouve beaucoup de producteurs, mais combien y a-t-il de productrices? Combien de tout ce qu'on voit sur nos écrans est scénarisé par une femme? Clara est passée de l'autre côté de la caméra pour aller voir comment ça se passe et surtout dénicher quelques conseils de nos experts. Les femmes sont sous-représentées à l'écran. Parce qu'entre vous et moi, un personnage féminin qui n'a pas de nom, qui existe juste pour donner la réplique aux hommes, c'est pas vraiment une représentation complexe et véritable d'une vraie femme. C'est pas mal plus un outil dans l'histoire. Non seulement ça, mais les femmes sont aussi sous-représentées derrière la caméra. Au Festival de Cannes de 2012, il n'y avait aucun long-métrage de fiction qui a été réalisé par une femme qui était en compétition. Aucun. Catherine Bigelow est la seule femme à avoir remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice dans les 83 années d'existence de l'Académie. Non seulement ça, mais il y a seulement 4 femmes qui ont été nominées dans cette catégorie-là depuis 1929, depuis le début des Oscars. Ici au Québec, il y a le groupe Réalisatrices Équitables qui essaie de remédier au problème. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 de ses membres, dévouées, dynamiques et audacieuses. Your elevator blows, my elevator shows. No problem with my elevator, elevator's gold. They hopping on my elevator, going for a ride. They exit in your elevator, afraid they're gonna die. My elevator moves at the speed of light and sound. Your elevator grunts and never makes it off the ground. My elevator's oiled, my elevator's pumped. Your elevator's yellow taped and all closed up. I guess you got faults, I guess
you're missing boats. I guess your gears jam, so you watch. Fait qu'il y a plusieurs étapes avant de se rendre au long-métrage fiction. Puis à chacune de ces étapes-là, il y a de moins en moins de femmes qui sont présentes. Puis pourtant, elles sont présentes dans les écoles de cinéma, parfois jusqu'à 60% en télévision à l'UQAM. Ça, c'est en production puis en réalisation. Hein. C'est pas pour être historienne du cinéma ou journaliste de cinéma. C'est pour faire de la production cinématographique. Elles sont présentes dans les écoles à un fort pourcentage, entre 40% et 60%. Quand on arrive au long-métrage fiction, on a une moyenne d'à peu près 15% de long-métrage fiction réalisés par des femmes, qui est une moyenne, là, tout budget confondu. Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, les femmes se retrouvent souvent dans les plus petits budgets. Exactement. Le long-métrage fiction avec beaucoup de budget qu'on voit, les comédies d'été ou les films à très grand déploiement qu'on voit au Québec qui se tournent de plus en plus, c'est excessivement rare que c'est réalisé par une femme. Et il faut préciser que tout ça, c'est de l'argent public, que ce soit l'argent du fédéral ou au provincial. Essentiellement, toute la production cinématographique et télévisuelle au Québec se fait avec des fonds publics. Donc, tous les contribuables ont contribué à ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en bout de ligne, les maisons de production, les télédiffuseurs semblent s'intéresser davantage à des projets qui sont réalisés et portés par des hommes réalisateurs que par des femmes. Quand c'est des programmes où les cinéastes peuvent déposer directement, comme le Conseil des arts du Canada ou le Conseil des arts et lettres du Québec, ou alors à l'ONF, on retrouve beaucoup plus de femmes, une proportion qui tourne autour du tiers. Mais dès que c'est des programmes de financement où il faut avoir l'accord d'un producteur ou d'un distributeur, ça rejoint les statistiques qu'on voit en fiction. Les fonds qui sont attribués aux femmes tournent entre 10 et 15%. Il faut absolument que les femmes fassent leur place dans le milieu de la production. Et je dirais aussi que c'est très, très important que les femmes fassent leur place au moment de la promotion puis de la diffusion d'un film. Ben moi, j'ai envie de parler de l'impact. Qu'est-ce que ça change quand une femme est à la réalisation d'un film, d'une publicité, d'un documentaire ou d'un court-métrage ou d'une émission de télévision? Ce que ça change, c'est quand c'est le projet d'une femme, comme on parle de ce qu'on connaît, souvent, ça veut dire que ça va être un personnage principal féminin. À peu près tous les films de fiction québécois qui sortent, ce sont en grande, mais très grande majorité des histoires d'hommes, avec un personnage principal masculin. Ça veut dire un regard d'homme aussi, sur les autres femmes qui sont dans le film. Puis ça, c'est pas le même regard. Ça vient d'une vision, ça vient d'un fantasme masculin, d'une vision masculine. Puis j'ai rien contre, on les veut, ces visions-là, mais on veut les deux. On veut celle des femmes aussi. Puis alors, ce qui fait qu'on s'habitue au regard des hommes, puis on pense que c'est ça la norme. Ça devient comme une espèce de langage universel. Fait qu'on est pris avec ces préjugés-là. Puis les producteurs, quand ils reçoivent des scénarios, puis que c'est l'histoire d'une femme, ils ont plus de misère à se dire, ça va faire un bon film, puis je vais faire de l'argent avec ça, tu sais. Fait que ça crée ça, le fait qu'il y ait peu de femmes à la réalisation. Quand une femme réalise un film, une publicité ou un documentaire, on assiste à une diversité dans les rôles des femmes à l'écran, une diversité dans les âges, une diversité dans ce qu'elles font, dans les missions qu'elles vont accomplir, dans le travail qu'elles vont faire, dans le scénario, c'est complètement différent, tu sais. Et c'est très important d'avoir des modèles positifs. C'est très important que les jeunes femmes et les jeunes hommes puissent voir des femmes qui accomplissent des choses à l'écran, autant derrière la caméra que devant la caméra. Qu'est-ce que ça prendrait de la part des institutions qui donnent l'argent du système d'octroi de bourse pour offrir des solutions à plus long terme? À Réalisatrice équitable, on demande que les gouvernements réglementent les organismes qui donnent l'argent pour que ils soient obligés de donner équitablement aux hommes et aux femmes. Mais, comme c'est de l'art, on veut laisser une zone de confort qu'on appelle la mixité égalitaire. C'est-à-dire que dans l'octroi d'argent, tu ne pourras pas donner d'argent à moins que 40% des projets d'un même sexe. Dans certains secteurs, par exemple, je sais pas moi, si mettons le documentaire, ça devient vraiment plein de femmes qui réalisent, ça protège les hommes aussi. Il y a eu une entrée vraiment massive là, des femmes à la faveur du mouvement féministe dans les années 70-80, mais depuis ce temps-là, ça a plafonné. Et on voit que ça fait 25 ans que la situation évolue pas au niveau de faire progresser les femmes qui demeurent, comme on l'a dit tantôt, extrêmement minoritaires. Donc, il faut
absolument passer par des mesures incitatives parce qu'on voit que laisser faire le marché, laisser faire les règles actuelles, ça ne permet pas aux femmes de progresser davantage. Est-ce que vous pourriez nous parler des 10 conseils que Réalisatrices Équitables offre aux jeunes réalisatrices qui veulent se lancer dans le monde du cinéma? Je te dirais que moi, le conseil qui me tient le plus à cœur, c'est de dire aux jeunes femmes qui veulent réaliser des films de se dépêcher de faire des films et d'en faire et de tourner le plus possible. Plus vous tournez, meilleur vous allez être. Moi, je rajouterais qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir une tête de cochon. Il faut comprendre que le milieu du cinéma ou de la télévision, presque tout le monde est travailleur puis travailleuse autonome. Donc, c'est un milieu extrêmement compétitif. Si on veut pousser ses projets dans ce milieu-là, il faut se faire confiance et puis aller de l'avant. Et je dirais aller chercher les soutiens dont on a besoin. Porter tes projets, porter ta vision du monde, dire ce que tu as à dire sur comment tu voudrais que le monde devienne meilleur. C'est important de le faire par plein de moyens d'expression, y compris le cinéma. Mais il ne faut pas non plus oublier de mentionner les réalisatrices de la relève, comme Anne Aymon. On leur souhaite bon succès et bonne continuité dans leurs efforts artistiques et dans leurs efforts pour changer la face de la réalisation québécoise. Alors, vous avez l'âme d'une artiste? Vous êtes prête à oser? On est allé rencontrer Roxane Potvin, une fille qui s'est lancée dans l'aventure, pour qu'elle nous parle un petit peu plus de son parcours et peut-être nous donne quelques conseils. Donne ton mal, je veux l'attendrir, le pétrir, l'amollir, le cuire dans la graisse. Ton amour écorché se dévoile à l'usure, y a pas de mal à montrer ta plus belle. Alors Roxane, tu es une artiste de l'Outaouais et tu habites à Montréal depuis quelques années. Tu as commencé en écrivant, en faisant de la musique. Je dirais que c'est peut-être plus quand j'ai commencé à jouer de la guitare, puis à m'accompagner, puis à comme réussir à chanter des chansons en m'accompagnant. Puis peut-être j'ai plus eu la piqûre de vouloir écrire mes propres chansons, tout ça. Et ce qui a vraiment concrétisé tout ça, c'est quand j'ai découvert le blues à 15 ans, que là j'ai vraiment commencé à focuser là-dessus. J'ai formé mon propre groupe, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. En 2003, j'ai décidé que je voulais enregistrer un album. Fait que j'ai recruté mes musiciens, puis on est allé faire ça. On est allé enregistrer des chansons que j'avais écrites dans un studio à Ottawa. Tu es allé proposer ta musique à l'étranger aussi, tu as fait différentes tournées? Oui, ça a été des contextes différents aussi. En 2007, j'ai été invitée à participer à une tournée qui était produite par une étiquette de disques allemande. Ensuite, le deuxième voyage que j'ai fait, c'était en 2010. C'était un ami à moi qui est musicien à Toronto, qui m'a invité à venir faire la tournée en Europe avec lui. Puis là, cette année, j'ai décidé que j'avais le goût de retourner en Europe. Cette fois-ci, j'avais commencé à faire des spectacles plus en solo. Je me suis dit, pourquoi pas y aller tout seul? Je vais aller avec ma guitare, je vais aller jouer dans des clubs en Europe, tout seul. Fait que ça a été une toute autre expérience. Ça a été complètement débile. Je suis arrivée là-bas, puis là, je me louais un char, puis je partais. J'avais comme mon itinéraire Google, puis mon GPS. Puis il y a eu des moments assez stressants, mais au bout du compte, j'étais extrêmement contente d'être allée. Puis, comme artiste, ça doit donner beaucoup d'expérience aussi, j'imagine. Absolument. Puis ça c'est quelque chose que j'apprends à faire de plus en plus depuis mon 4e album. Ça prend vraiment à dépendre de toi-même. Puis je pense que ça, c'est vraiment important dans une carrière comme ça, de passer par là. Puis comprendre aussi les différentes facettes de la carrière. T'sais. Pas seulement que le côté artistique, mais le côté business, le côté relationnel. Parce qu'aussi, dans une carrière artistique, quand tu commences à collaborer avec des gens, quand tu commences à travailler avec un gérant ou un agent, peu importe, un réalisateur d'album, tu peux peut-être être vulnérable ou influençable par rapport aux opinions des autres sur ta musique. Fait qu'en t'ancrant toi-même sur ce que toi tu veux
sur tes attentes à toi, c'est plus facile d'avoir comme le filtre de « non, moi, cette opinion-là, je suis pas d'accord avec ça » ou « moi, ce que tu me suggères, peut-être que ça me convient pas ». Qu'est-ce que tu décrirais comme ton pire obstacle ou qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est vraiment nous-mêmes, des fois, c'est vraiment notre propre doute. Parce que quand tu as comme un obstacle extérieur, tu sais, mettons, j'ai pas gagné tel concours ou j'ai pas eu telle opportunité, bon, tu peux faire, OK, ça n'a pas marché, je me dirige vers quelque chose d'autre, on continue, tu sais. Mais quand tu as le doute, quand le doute s'installe, c'est là que tu es plus comme, tu manques de perspective, là, tu sais. Qu'est-ce que tu trouves qui est important pour faire ce genre de carrière-là? Je pense que ça va de soi que d'avoir la passion pour ça, ultimement, c'est ce qui va te faire traverser tous les obstacles d'une carrière artistique parce que faut être tough, puis il faut être ferme, puis déterminer un peu en partant tes attentes. Comme ça, tu vas pouvoir gérer un peu aussi tes attentes et tes déceptions et tes succès et tout ça, tu sais, par rapport à ce à quoi tu aspires, tu sais. Dans tous les domaines artistiques, il y a de grandes artistes. Certaines plus connues, d'autres qui méritent d'être reconnues. Assurons-nous que l'art ne représente pas la vision de seulement la moitié de notre société. Je te jure, sérieusement, ici au Québec, on avait le bureau de la censure. Ça, là, c'était géré par des prêtres. C'était pour s'assurer qu'il y avait zéro sexualité à l'écran. Dans le fond, là, les films aujourd'hui, il y en aurait très peu qui passeraient les critères de moralité là, du bureau de la censure. C'est clair, il y en aurait plus. On s'en est tellement permis. Là. Mais ce qui est bien, en fait, de toute cette révolution-là, c'est que ça nous a enlevé les œillères. Puis, en fait, c'est que ça nous a permis d'aller voir ailleurs que de toujours rester avec le couple hétérosexuel marié. Cette espèce de renouveau-là, c'était pas seulement dans les films là, en tant que tel, c'était aussi dans la création de nouveaux événements environ à la même époque. Là. Oui, c'est vrai. En fait, ça a commencé dans les années 80. C'est là qu'on a vu émerger les festivals LGBT. Donc, on s'entend trans, bisexuels, homosexuels, gays. Mais il y a aussi Edgy Women, qui est un festival international. Puis ça promouvoit surtout l'art des artistes féminines, surtout féministes en plus. Puis dans le fond, ce festival-là, il célèbre vraiment la femme et l'art. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que dans le fond, il stimule beaucoup l'intérêt de l'aspect critique des spectateurs. C'est vrai du cinéma, des festivals, mais c'est aussi vrai des arts visuels. Ouais. Ça me fait penser surtout à l'œuvre de Jamie McCartney, The Great Wall of Vaginas. Ouais. C'est une œuvre immense, c'est 9 mètres de long, c'est sur 10 tableaux. Dans le fond, il a reproduit en plâtre de plastique 400 vulves de femmes différentes. Fait qu'il a pris des sœurs jumelles, des mères, des filles, des femmes pré- et postnatales, des hommes et des femmes transgenres, vraiment une grande diversité, puis de l'âge de 18 à 73 ans. Il célèbre l'appareil génital féminin dans toutes ses diversités, comme je dis, et donc par extension la sexualité féminine. Oui. Ben, c'est important de célébrer la sexualité féminine, mais là, ça m'amène sur mon sujet préféré, qui dit que les chanteuses pop... Oui, exactement. On dit souvent que les chanteuses pop, là, ce ne sont que des symboles du sexe, OK? Mais je suis tellement en désaccord avec ça, là, ça n'a pas d'allure, parce que je trouve tellement qu'ils sont tellement comme en possession de leur sexualité, puis c'est à travers cette même sexualité-là là, qu'ils vont montrer leurs revendications, là. OK, je prends comme exemple Lady Gaga pour m'expliquer, OK? Parce que, selon moi, c'est une artiste tellement complète, là. C'est une auteure, compositeur, interprète. C'est même elle qui écrit ses scénarios de vidéoclips, puis on le sait, là, ces vidéoclips, ils durent comme 7-8 minutes, là. C'est un œuvre d'art en tant que tel, là. Puis si on observe bien dedans, là, on peut même retrouver des symboles qui représentent le féminisme, même les gays, et aussi la religion. Donc, c'est plein de revendications comme ça. Puis il y a même des personnes qui s'amusent sur Internet à décortiquer tout son vidéoclip, puis on voit vraiment ses inspirations des œuvres d'art en tant que telles, comme plein de films connus, des tableaux, puis même des symboles que tout le monde connaît dans le fond. Fait qu'elle s'inspire vraiment de vraies œuvres d'art pour créer la sienne. Mais tu sais, Lady Gaga, elle a quand même essayé un peu plus de faire plus que ça. Elle a essayé de rétrécir l'écart que la société impose entre la vision d'une femme,
ce qu'on montre d'une femme et ce qu'on montre d'un homme. Oui, ah ouais. Ça, je suis en accord, parce que, justement, elle s'est pointée, c'était au Video Music Award en 2011, complètement vêtue et coiffée comme un homme. Donc ça, là, déjà là, on la reconnaissait pas pratiquement. Puis, ben justement, ça m'en a tellement fait parler dans les médias. Le fait d'en parler, puis l'influence qu'elle a présentement, Lady Gaga, sur le monde entier, ben ça a justement fait avancer l'espèce de tabou autour des identités sexuelles comme dites alternatives. Ok, ben ça m'intéresse plus. Ça, je trouve que c'est une meilleure approche. Bon, c'est intéressant. Je suis contente que tu dises ça. Mais j'ai un autre exemple pour te convaincre, ok? Il me semblait. Oui, c'est Madonna. Donc, on connaît sa grande popularité. Là. Madonna, c'est une chanteuse, une danseuse, une réalisatrice, une productrice et un paquet d'autres affaires. Là. Elle a fait 1000 affaires. Mais en même temps, elle a su provoquer son public là, plus d'une fois à travers sa carrière. Là. Comme elle a vraiment fait des scandales dans ses spectacles ou peu importe. Là. Mais justement, ça me fait penser de ces scandales à la fois qu'elle avait embrassé et Britney Spears et Christina Aguilera sur la même scène. Là, j'étais toute petite, mais je me rappelle encore, là, ça parlait partout dans les médias de l'espèce de scandale. Mais justement, le respect qu'on porte à Madonna là, à travers le monde, ça l'a justement ouvert les yeux, je pense, de plusieurs personnes sur les différentes orientations sexuelles qu'on peut avoir dans la vie. Et comme disait Dostoïevski, l'art sauve le monde. Alors allez-y, osez, réveillez l'artiste en vous et puis sauvez le monde. Ou sinon, bien, allez voir les magnifiques et merveilleuses artistes qu'on a mis sur le site pour vous les faire découvrir. Elles sont juste ici. Vous allez juste aller fouiner et vous allez faire de belles découvertes.